comme la remontée d'une partie du contenu de l'estomac dans l'œsophage sans effort de vomissement. C'est-à-dire que ce qu'on a mangé, ce qui est contenu dans l'estomac, qui est souvent acide, remonte tout seul de l'estomac vers l'œsophage et même peut arriver jusque dans la bouche sans qu'on ait eu d'effort de vomissement, ce qui différencie ça des vomissements. Ce reflux va être considéré comme une maladie lorsque ça survient de manière fréquente. Et ce n'est pas la fréquence que ça va gêner la personne, entraîner des signes et même des petites plaies en bas de l'œsophage, ce qui va occasionner la maladie. Sinon, le reflux n'est pas forcément une maladie. Tout un chacun de nous, après un gros repas, peut sentir que ça remonte un peu sans que ça ne l'embête pas ou mesure. Et quand c'est trop fréquent, alors ça occasionne une maladie. Il y a des manifestations qu'on appelle les signes typiques. C'est-à-dire que quand on a ces signes-là, c'est très évocateur de la maladie et sans faire d'autres examens, on peut dire que cette personne souffre du reflux gastro-œsophagien. Il s'agit de deux principaux signes. Le premier signe, c'est ce que l'on appelle des régurgitations acides. Régurgitation, c'est que on sent que ce qu'on a mangé remonte passivement, sans effort de vomissement, vers la bouche. C'est ça, régurgitation. De l'estomac vers l'œsophage. Deuxième signe, c'est ce qu'on appelle le pyrosis. Le pyrosis, c'est une brûlure qui va partir de la partie haute de l'abdomen et remonter de façon traçante derrière le sternum jusque vers la bouche. Ça s'appelle pyrosis, brûlure qui remonte. Voilà les deux principaux signes. Ces signes ont un caractère particulier. C'est le fait que ça survient volontiers lorsque la personne s'abaisse, par exemple, l'antéflexion du tronc, lorsqu'on se courbe vers l'avant, par exemple, pour nouer les lacets de chaussures. C'est pour ça, d'ailleurs, on parle du signe du lacet de soulier. Ou alors, quand on est couché, notamment après les repas, donc les signes peuvent survenir volontiers la nuit parce que le sujet est allongé. Donc, toute position qui entraîne une flexion vers l'avant peut favoriser la survenue de ces signes. Voilà les signes typiques. À côté de ces manifestations qui sont typiques de la maladie, il existe des manifestations qu'on appelle des manifestations atypiques et qui sont de plusieurs ordres. D'abord, des manifestations atypiques de type digestif qui ont rapport avec l'appareil digestif. C'est par exemple des brûlures qui ne vont pas remonter mais se limiter à la partie haute du ventre. Là, des éructations, le fait de rôter de façon répétée. C'est des fois une sensation de salive qui vient fréquemment dans la bouche. C'est parfois le hoquet, le fait d'avoir des hoquets. Voilà pour les manifestations atypiques digestives. Ensuite, on a des manifestations de type ORL. ORL, c'est otorhinolaryngologique. Donc, c'est des manifestations qui ont rapport avec la partie haute de l'appareil respiratoire et de l'oreille, du pharynx et du nez. Donc, ces manifestations-là, c'est par exemple la sensation d'avoir comme un corps étranger dans la gorge, comme une boule dans la gorge. On est gêné, un enrouement de la voix le matin, quand la personne est réveillée, elle a l'impression que sa voix est enrouée, la voix qui est modifiée. Des fois, une sensation de douleur au niveau de l'oreille, le plus souvent à droite. On appelle ça une otalgie droite. Ce sont là autant de manifestations qui ont rapport avec la sphère ORL. Ensuite, on a des manifestations respiratoires. La personne peut se plaindre de toux, notamment une toux nocturne. Quand elle est couchée, notamment après les repas, la toux vient. Une toux sèche qui va la gêner. Et parfois même, ça ressemble à un tableau d'asthme, comme si la personne a l'asthme, alors que ce n'est que le reflux.
Ces manifestations pulmonaires et ORL sont dues au fait que quand le contenu de l'estomac remonte, de petites quantités irritent la sphère ORL, mais d'autres vont passer dans les bronches et irriter les bronches et expliquer que la personne ait des toux, des gènes respiratoires, voire même carrément des tableaux d'infection des poumons, une pneumopathie qui va siéger le plus souvent dans le poumon droit, parce que le poumon droit est en continuité, la bronche souche droite est en continuité avec la trachée. Donc, ce qui descend va surtout irriter le poumon droit et entraîner des pneumopathies. Ensuite, on a des manifestations cardiovasculaires qui vont faire que le malade peut ne ressentir que comme des douleurs, un peu comme au cœur. Et il ira consulter le cardiologue. Le cardiologue a beau chercher, faire des examens, il ne trouvera rien. Et il va ensuite nous adresser le malade pour le prendre en charge. Et ensuite, il y a des manifestations ayant rapport avec la sphère bucco-dentaire, des caries dentaires à répétition, parce que ce qui remonte, qui est acide là, érode les dents, des gingivorragies, donc des saignements bucco-dentaires qui vont arriver de façon fréquente, une mauvaise haleine. La personne peut avoir une mauvaise haleine à cause de ces remontées-là. Donc, plus rarement des manifestations qui ont rapport avec le côté neurologique, c'est que la personne est gênée dans son sommeil, de sorte que dans la journée, il est fatigué, il a eu des micro-réveils dans la nuit, plusieurs réveils dans la nuit, ce qui le rend fatigué dans la journée et il peut être somnolent au travail. Donc voilà les principales manifestations cliniques du reflux gastro-œsophagien. Donc le reflux gastro-œsophagien est assez fréquent et le plus souvent, ça n'a pas de grandes conséquences sur l'organisme, le plus souvent. Parfois, ça peut entraîner certaines complications qui sont de différents types. Les complications les plus fréquentes du reflux gastro-œsophagien, il s'agit d'abord que ça crée des plaies en bas de l'œsophage, ce qu'on appelle une œsophagite. Cette plaie peut donc se creuser vraiment et donner un ulcère de l'œsophage, lequel ulcère peut saigner et donner donc des vomissements du sang, voire l'émission de sel noir par l'anus, ce qu'on appelle le méléna, donc émission de sel noir comme du goudron nauséabond par l'anus. Donc tout ça s'appelle hémorragie digestive. Ensuite, l'ulcère en cicatrisant peut laisser peut fermer la lumière de l'œsophage. On appelle ça une sténose, au point où la personne en voulant avaler, la nourriture ne descend plus, elle a du mal à avaler. On appelle ça une dysphagie. Donc c'est un signe de complication. Ensuite, la muqueuse de l'œsophage qui a été ulcérée, qui a donné l'œsophagine, en voulant cicatriser, des fois, est transformée. Au lieu d'être une muqueuse habituelle comme la muqueuse de l'œsophage, ça peut devenir comme une muqueuse de l'estomac ou de l'intestin. On appelle ça endobrachyœsophage. Et quand c'est un phénomène d'adaptation, la muqueuse comme c'est souvent soumis à l'acidité, ça dit, bon, au lieu d'être comme je suis d'habitude, je vais ressembler à l'estomac qui est habitué à l'acide. C'est ça qui s'appelle endobrachyœsophage. Le problème, c'est que cette muqueuse transformée est à risque de faire le nid du cancer. Donc, dernière complication, c'est le cancer du bas œsophage. Donc, le reflux peut favoriser la survenue du cancer du bas œsophage. C'est rare, dans moins d'1% des cas des personnes atteintes, mais ça peut arriver et c'est la complication la plus redoutable. À côté de ces complications qui ont rapport avec l'appareil digestif, bien sûr, lorsqu'on vomit du sang, on perd du sang, on peut avoir de l'anémie, donc manque de sang dû au reflux. On peut, lorsque le reflux de petites quantités passe dans les poumons, entraîner une pneumopathie, une infection des poumons. Voilà autant d'autres complications que le reflux peut entraîner. Voilà. Donc, nous avons dit que le reflux gastro-œsophagien est une affection banale, mais ça peut se compliquer et même aboutir au cancer, qui est une maladie redoutable qui tue.
Il y a certains signes qu'on appelle des signes d'alarme, plus vulgairement des signes d'alerte, qui doivent amener à consulter quand on a un reflux. Il s'agit notamment, quand on a un reflux et qu'on a du mal à avaler, on appelle ça la dysphagie. La dysphagie est un motif qui doit amener à consulter. Lorsqu'on a le reflux et qu'on vomit du sang, on a une hémorragie digestive ou on manque de sang, c'est un signe d'alerte qui doit amener à consulter. Lorsqu'on a le reflux, mais qu'à côté, on perd du poids, l'amaigrissement, donc c'est aussi un signe d'alarme qui doit amener à consulter un médecin. Et on peut considérer aussi comme signe d'alarme le reflux survenant chez une personne de plus de 50 ans. Quand on est âgé de plus de 50 ans ou qu'on est éthylo-tabagique, on fume ou on boit de l'alcool et on a des manifestations de reflux, il faut quand même aussi consulter parce que dans ces cas-là, ça nécessite qu'on va pas se baser seulement sur les signes dont se plaint la personne, on va faire un examen qu'on appelle une endoscopie œsogastro-duodénale et s'assurer qu'il n'y a pas de signes de complications, voire un cancer au niveau du bas œsophage. Comment éviter le reflux gastro-œsophagien? C'est surtout éviter les facteurs qui favorisent le reflux gastro-œsophagien, contrôler ces facteurs. Le premier facteur qui favorise le reflux gastro-œsophagien, c'est la prise de poids, l'obésité. Le reflux est plus fréquent chez les gens obèses. Donc, il faut lutter contre la prise de poids en mangeant moins gras, moins sucré, en faisant de l'activité physique, en évitant de grignoter entre les repas et comme ça, on évite de prendre du poids et là, on fera moins de reflux gastro-œsophagien. Les autres conseils, c'est éviter de faire de gros repas, parce que plus l'estomac est plein, plus ça a tendance à remonter. Il faudra éviter certains médicaments ou produits qui peuvent diminuer le tonus de l'entrée de l'œsophage, parce que en fait le reflux est favorisé par le fait que l'entrée de l'œsophage se relâche et n'est plus bien fermée. À un moment, ça reste fermé pour éviter que ce qu'il y a dans l'estomac ne remonte. Et donc, il y a certains produits qui peuvent diminuer la bonne fermeture de l'entrée de l'œsophage et c'est de l'estomac, l'entrée de l'estomac. Il s'agit notamment de médicaments tels que les anti-inflammatoires, les médicaments comme l'aspirine, l'ibuprofène et autres peuvent diminuer ça. Il faut éviter d'en prendre. Certains médicaments utilisés en cardiologie, on appelle ça des dérivés nitrés, ou des anticalciques, c'est des types de médicaments. Certains médicaments utilisés en pneumologie comme la théophiline, les bêta-2 mimétiques, donc tels que la ventoline, c'est des médicaments qui peuvent réduire le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage et favoriser le reflux. Il y a aussi des aliments tels que le chocolat, les aliments gras, notamment à base de l'huile de palme, de sauce à base de graines, la sauce graine, la sauce d'arachide, qui sont particulièrement des sauces grasses, peuvent favoriser le reflux gastro-œsophagien. Les épices peuvent aggraver les symptômes. Les aliments acides peuvent irriter l'œsophage et aggraver les symptômes. Donc, le café peut diminuer aussi le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage. La menthe, donc en évitant d'abuser de ces facteurs, on peut avoir moins de reflux gastro-œsophagien. Alors, comment prendre en charge une personne qui a le reflux gastro-œsophagien? La prise en charge comprend plusieurs volets. Il y a d'abord le volet médical. Le volet médical, ça passe d'abord par les conseils, ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire notamment éviter la prise de poids, ou perdre du poids si on est déjà en surpoids, ça diminue la fréquence des reflux. Ensuite, il y a deux mesures très importantes qu'on conseille, c'est
respecter un intervalle de 2 à 3 heures de temps entre le moment du repas et le moment d'aller se coucher. Donc, quand on mange, il faut pas aller immédiatement au lit. Il faut attendre 2 à 3 heures de temps, au moins, avant d'aller se coucher. Ensuite, deuxième mesure, c'est remonter la tête du lit d'environ 15 cm. Donc, et pour faire cela, il ne s'agit pas de mettre plusieurs oreillers sous la tête, il s'agit de mettre soit des briques de 15 ou bien de faire par des menuisiers des socles qui ont la forme de briques de 15 cm de hauteur qu'on met en bas par terre sous les pieds de la tête du lit pour que la tête soit remontée de 15 cm par rapport aux pieds. Comme ça, le lit fait une pente et ça évite que ce qu'il y a dans l'estomac ne remonte quand on est allongé. Voilà les 3 mesures les plus importantes. À part cela, ne pas prendre de gros repas, éviter les aliments qui peuvent favoriser le reflux, ne pas manger trop acide, ni trop épicé, voilà, pour fractionner les repas. Manger à des heures régulières, matin, midi et soir, ne pas rester trop longtemps à jeun, parce que sinon on produit de l'acide qui va davantage remonter. Les aliments tamponnent l'acidité et donc prise des repas à des heures régulières, ça peut soulager les symptômes. Voilà pour les mesures hygiéno-diététiques. Lorsque ces mesures ne suffisent pas et que le reflux est trop fréquent, on peut être amené à prescrire des médicaments. Bon, je ne vais pas donner de nom puisque pour ne pas encourager l'automédication, mais il s'agit de médicaments, notamment de la famille des antiacides, des médicaments qui tamponnent l'acidité, ou qui font un pansement au niveau de l'œsophage pour que même si l'acide remonte, ça soit, comment dit-on, tamponné pour que ça n'irrite plus l'œsophage. Donc les antiacides, les alginates, les pansements qui soulagent les symptômes. Ensuite, il y a des médicaments encore un peu plus puissants qu'on appelle des antisécrétoires qui vont réduire la production d'acide par l'estomac, de sorte que ce qui remonte ne soit plus tellement acide pour irriter la personne. On est amené des fois à prescrire des médicaments pour renforcer le tonus de l'entrée de l'estomac, mais ces médicaments ne sont pas très efficaces. C'est plus les antisécrétoires qu'on utilise pour soulager les malades durablement. À côté de ces moyens médicaux, on a des moyens endoscopiques. Des fois, si la maladie est un peu compliquée, s'il y a une sténose, on peut faire en endoscopie, nous gastro-entérologues, dilater pour que la partie qui est rétrécie soit un peu dilatée pour permettre à nouveau à la personne de manger normalement. Lorsqu'il y a un endobrachioœsophage, la muqueuse est transformée, des fois on peut enlever ça en endoscopie ou détruire ça avec la chaleur. On appelle ça la radiofréquence, ce qui peut soulager le malade. Ensuite, si on dépasse toutes ces mesures médicamenteuses ou endoscopiques, on peut avoir recours des fois à la chirurgie. La chirurgie, ça consiste à opérer pour refaire l'entrée de l'estomac de manière à ce que cette entrée se ferme plus convenablement et qu'il n'y ait plus tellement de remontées. Mais de nos jours, on opère peu les malades parce que les médicaments sont suffisamment efficaces, quitte à ce que des fois le malade soit obligé d'en prendre souvent des médicaments. Mais ces médicaments peuvent contrôler durablement les symptômes et ne pas conduire à la chirurgie. Donc, quand on va à la chirurgie, donc on sélectionne certains malades qui sont pas suffisamment contrôlés avec les médicaments et là, donc, on opère et on refait l'entrée de l'estomac. Ou si le malade a ce qu'on appelle une hernie, c'est-à-dire son estomac, au lieu de rester sous le diaphragme, glisse vers le haut, ce qui fait que son entrée devient béante et laisse remonter le contenu. On appelle donc ça une hernie hiatale par glissement. Si cette hernie est assez volumineuse et gêne le malade, c'est aussi une raison pour opérer, pour rendre l'estomac, remettre l'estomac sous le diaphragme et bien refaire l'entrée pour que le malade ait moins de symptômes. Voilà les principales mesures de prise en charge des malades atteints de reflux gastro-œsophagien.